Je suis Aurélie Palud, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. La question « Peut-on changer le monde ?» pourrait être une approche intéressante. D'abord, il faut garder à l'esprit que l'homme a le pouvoir de modifier la donne. C'est-à-dire, par contraste avec les animaux, l'homme est celui qui peut modifier son environnement. Souvenez-vous du mythe de Prométhée, qui disait finalement que l'homme était la plus faible des créatures, mais qu'il allait bénéficier de la technique, ce qui allait lui permettre de modifier le monde, de changer le monde. Alors, peut-on changer le monde ? Là, on a une question qu'il va falloir décortiquer. On peut se demander à quel degré on peut changer le monde. Est-ce que c'est un changement radical ? Peut-on faire table rase du passé ? On peut aussi se demander avec quels moyens il est possible de changer le monde. Selon quelle temporalité ? Faut-il opter pour un changement brutal ou un changement progressif ? Et puis, quel but peut-on se fixer ? Si vous avez une question du type « peut-on », n'oubliez pas que ce verbe a deux sens. Peut-on, c'est est-il possible et est-il souhaitable de changer le monde ? On peut envisager l'impossibilité de changer le monde de façon radicale. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut sans doute être modeste, lucide et raisonnable. C'est ce à quoi nous invitait Épicure, qui rappelait que certains aspects du monde dépendaient de nous et d'autres non. Descartes, dans cette perspective, disait qu'il fallait plutôt changer nos désirs que l'ordre du monde. Donc on voit ici que finalement, il faut peut-être changer notre perception du monde plus que le monde lui-même. Autre approche sur l'impossibilité de changer le monde, c'est peut-être qu'il est déjà trop tard pour le changer. On a peut-être déjà atteint un point de non-retour. Et c'est ce que suggérait Camus dans son discours lors de la réception du prix Nobel en 1957. Voilà ce qu'il disait. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Autre question, comme je vous disais, il y avait ce jeu de mots entre peut-on, est-il impossible et est-il souhaitable ? Eh bien, il n'est peut-être pas souhaitable de vouloir changer le monde. Parce que, à trop vouloir le changer, il y a le risque finalement d'une projection permanente vers un monde autre qui nous empêche d'apprécier le présent. Donc on a aussi cette piste qui voudrait qu'on renonce à changer le monde pour apprécier le monde tel qu'il est, pour l'aimer tel qu'il est, pour adhérer à ce qu'il nous propose. À renoncer à changer le monde, on risquerait de l'accepter, de se résigner, ce qui n'est peut-être pas très satisfaisant. On peut se demander dans quelle mesure les mots pourraient nous permettre de changer le monde. On sait que certains discours ont changé le monde. C'est le cas du discours de Martin Luther King ou de celui de Simone Veil en 1974 lorsqu'elle proposait la légalisation de l'IVG devant l'Assemblée nationale. On peut aussi se demander si les mots de la littérature peuvent changer le monde. C'est ce que veut croire Dai Sijie dans son roman « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». Donc l'intrigue c'est la suivante. Dans la Chine de Mao, deux adolescents cultivés vont initier une jeune tailleuse à la littérature. Et elle va donc découvrir Balzac et à travers ses romans accéder à l'Occident et s'interroger sur sa condition féminine. Voilà ce qu'elle dit. « Balzac m'a fait comprendre une chose, la beauté d'une femme est un trésor qui n'a pas de prix. » Autrement dit, il y a une littérature qui peut changer le monde, au sens où cette littérature peut changer notre monde, notre rapport au monde et notre monde intérieur. S'il fallait convoquer une référence plus actuelle, je penserais à ce documentaire sur Woodstock 99. Pourquoi ? Parce que c'est un documentaire qui interroge l'héritage du mouvement hippie. En 69,
la jeunesse avait envie de changer le monde par l'amour et la paix. En 1999, on a proposé de recréer un concert afin que la jeunesse puisse exprimer son désir de changer le monde. Or, en 30 ans, le monde avait changé et la jeunesse, si elle voulait changer le monde, ne voulait plus le faire par l'amour et la paix, mais plutôt par l'expression d'une rage et d'une colère. Donc on a ici une réflexion intéressante sur la façon dont on veut changer le monde et dont la jeunesse peut s'emparer de ces problématiques. Si on voulait faire résonner ce thème avec l'actualité, il y aurait deux approches possibles. D'abord, la question des révolutions. On peut effectivement s'interroger sur les effets d'une révolution lorsqu'elle n'a pas été assez préparée ou lorsque le peuple n'a pas été éduqué. C'est déjà ce que nous invitait à penser Kant lorsqu'il disait, là je vais le citer longuement, « C'est pourquoi un public ne peut accéder que lentement aux Lumières. Une révolution entraînera peut-être le rejet du despotisme personnel et de l'oppression cupide et autoritaire, mais jamais une véritable réforme de la manière de penser. Au contraire, de nouveaux préjugés surgiront qui domineront la grande masse irréfléchie tout autant que les anciens. » C'est-à-dire que ce que disait déjà Kant, c'est lorsqu'on organise une révolution, lorsqu'une révolution a lieu, eh bien, il faut l'avoir anticipée, il faut avoir éduqué le peuple, sinon, il y a le risque de tomber dans une tyrannie encore plus grande. Il est dangereux de se croire dans un monde idéal, parce que cela génère de la stagnation et de la résignation. C'est vrai en dictature, où on va laisser penser que le monde est idéal, et il va donc s'agir de faire en sorte que le peuple renonce à changer le monde, mais c'est aussi vrai en démocratie, puisqu'il faut garder à l'esprit que le principe de la démocratie, c'est cette capacité permanente à se remettre en question. Gardez à l'esprit que tout changement n'est peut-être pas souhaitable. Donc il faut aussi se fixer les conditions du changement, ce qui passe par une grande préparation, l'éducation de tous, et puis ensuite garder cette prudence afin que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont mené la révolution ne soient pas tentés de s'emparer du pouvoir de façon tyrannique.